80% de l'échiquier politique au Danemark, de la gauche jusqu'à toute la droite, et les partis du centre sont à peu près d'accord sur les politiques migratoires, qui est une politique assez dure par rapport à nos voisins. Le problème, c'est que si trop des partis établis laissent ces champs-là aux partis extrêmes, les réponses seront extrêmes aussi. Mais ce serait très très difficile pour les Danois d'accepter que ce soit une directive européenne sur le droit d'asile qui fasse la loi ici. Bonjour, ici Copenhague. Vous écoutez Lumière du Nord, des analyses et des interviews pour mieux comprendre le modèle danois. Je suis Sybille de Valence, journaliste française installée au Danemark depuis 2018. La politique en matière d'immigration menée par le Danemark est scrutée de près par la France. Au cœur de nos débats, la droite la prend comme exemple, tandis que la gauche la critique. Mais qu'en est-il de cette méthode danoise ? Dans ce nouvel épisode, Pierre Collignon, rédacteur en chef du quotidien conservateur danois Berlingske, qui est aussi le plus vieux journal danois, nous donne aujourd'hui des éléments de contexte pour la comprendre, analyse l'évolution du paysage politique sur les 30 dernières années et revient sur cette relation sur mesure qu'entretient les Danois avec l'Union européenne. En 1952, le Danemark avait été le premier pays au monde à ratifier la Convention de Genève sur les réfugiés et son principe de non-refoulement. En juin 2019, la social-démocrate Mette Frederiksen, favorable à une politique d'accueil stricte, accède au pouvoir. Le gouvernement social-démocrate opère un nouveau tour de vis à la politique migratoire. Comment en est-on arrivé là ? Dans les années 70, plusieurs vagues d'immigration non anticipées entraînent des problèmes d'intégration et les dirigeants politiques commencent à parler d'une érosion progressive de l'harmonie sociale. Et c'est ce choc migratoire qu'il y a eu dans les années 80 qui a tout de suite donné des problèmes. Et les premiers avertissements venaient de banlieues dans l'ouest de Copenhague, où on voyait que ça se concentrait déjà, les problèmes et les populations. Et c'est une réaction à ça. Justement, en parlant de banlieue, dès 1994, les pouvoirs publics adoptent un premier plan de lutte contre les ghettos et les sociétés parallèles. Qu'appelle-t-on ces ghettos ? C'est un mot qui pour nous est lourd de sens historiquement. Pourquoi les Danois ont choisi d'appeler ces quartiers-là des ghettos ? D'abord, le mot lui-même, ça veut dire la même chose, mais ça n'a pas une connotation aussi lourde au Danemark. Les Danois, généralement, ont une manière assez libérale d'utiliser des mots. Et ils préfèrent parler d'une chose concrète, un peu comme tout le monde en parle. Même les gens qui habitent dans ces quartiers-là parlent eux-mêmes d'habiter dans un ghetto. Alors, plutôt que d'inventer des mots un peu langue de bois, la presse et les hommes politiques, les hommes et femmes politiques adoptent ces mots-là et en parlent directement. Ça aide, disons, avec les lois qu'on a fait, ça aide à définir quand est-ce qu'il y a dans un quartier une concentration de problèmes socio-économiques et de délinquance où il faut réagir en tant qu'autorité. Comme ça, on a des critères, on peut voir, à partir de ce moment-là, il faut faire quelque chose. En effet, le gouvernement a identifié une liste de ghettos sur la base des critères suivants. Les quartiers où plus de 50% des habitants sont d'ascendance non occidentale, plus de 60% des 39-50 ans ne sont pas allés au collège, plus de 2,7% des majeurs ont été condamnés pénalement, où le revenu brut des habitants est inférieur de 55% à la moyenne de la région, et la proportion des 18-64 ans sans emploi ni formation est supérieure à 40%. Pour les habitants de ces quartiers ghettos, des règles à suivre. Parmi les plus emblématiques, et pour n'en citer que quelques-unes, en matière d'éducation, il y a une obligation d'inscrire les enfants dans des crèches à raison de 25 heures par semaine afin d'y acquérir la langue, la culture et les valeurs du pays d'accueil.
À défaut, les parents concernés voient leurs allocations familiales coupées. La proportion d'élèves d'origine immigrée ne peut dépasser 30% dans les établissements de second degré. Le doublement des peines pour les crimes et délits commis dans les quartiers sur la liste des ghettos. En termes de logement, il faut réduire à 40% d'ici à 2030 la part des logements sociaux dans les quartiers concernés en procédant à des expulsions massives, parfois des destructions de bars, d'immeubles et des reconversions en habitations privées. À Copenhague, voici le chantier qui fait polémique. Dans ce quartier, la majeure partie des habitants est d'origine étrangère. Selon la mairie, il n'y aurait pas suffisamment de mixité, alors elle a pris une décision radicale. Céder au privé la moitié de ses logements sociaux et expulser les habitants actuels pour les reloger ailleurs. Plusieurs quartiers ont cette appellation de ghetto. Certains en sortent et d'autres non. Notamment Mjølnerparken, dont il est question dans cet extrait que nous venons d'entendre, tiré d'un reportage de France 24. Un quartier de 2500 habitants, situé au cœur de Copenhague, qui est devenu un symbole de cette politique anti-ghetto. Les habitants ont porté plainte contre l'État danois et sa politique d'intégration pour discrimination auprès de la Cour de justice européenne. En quoi cette démarche pourrait amener l'État danois à changer sa politique ? Évidemment, s'ils perdent, on sera obligé de revenir sur la loi, mais sur le plan de vue du débat politique, ça ne change absolument rien. Il y a une grande majorité qui trouve que ce sont des mesures nécessaires pour aider aussi les gens qu'on accueille, pour les aider à sortir des sociétés parallèles, comme on les appelle ici, et à être intégrés mieux dans la société en général. C'est justement en 2015, au plus fort de la crise migratoire, les Danois commencent à voir des centaines de migrants marcher sur les autoroutes danoises. C'est un peu l'électrochoc au Danemark. Ouais. On entend le parti du peuple danois dire qu'on ne pourra jamais tous les intégrer. Mais c'est clair que la population à ce moment-là a un peu une peur de perte de contrôle. Et en même temps, dans cette situation, on voit que le contrôle des frontières, tout ça, ça ne sert à rien. Et il y a un peu ce sentiment d'invasion. Une part de l'invasion passe directement à travers le Danemark pour aller en Suède, en fait, parce que c'était plutôt ça le but pour beaucoup de gens. Mais ça montre aux gens qu'il y a une perte de contrôle énorme et que d'imaginer qu'on pouvait juste contrôler la frontière, ce serait une solution, c'est clairement pas assez. Et pour ceux qui gouvernent à ce moment-là aussi, c'est un peu une épiphanie, un peu eux qui sont au pouvoir à ce moment-là, ils comprennent qu'il y a beaucoup de choses qu'ils savent pas contrôler. Fait surprenant, c'est la gauche qui a pris toutes ces mesures et qui justifie sa politique au nom de la défense d'un certain modèle social. Quand on parle d'intégration, c'est comment les gens peuvent travailler, mettre leurs enfants à l'école, apprendre la langue, comprendre notre société. Le nombre de personnes compte. Et si nous avons trop de personnes à arriver en peu de temps, c'est impossible de les intégrer correctement. Ainsi s'exprimait Kasper Sandkjær, député social-démocrate, au micro de France 24. Une stratégie soutenue par une majorité de Danois. Si tout le monde veut venir au Danemark, il n'y aura pas assez d'argent pour chacun d'entre eux. Donc je ne pense pas que ce soit trop strict. En juin 2019, Mette Frederiksen accède au pouvoir. La gauche l'emporte. Rebelote en 2022, les sociodémocrates opèrent un tour de vis à la politique migratoire, en durcissant notamment l'accès à la naturalisation. Comment est-ce possible qu'un gouvernement social-démocrate prenne une telle position ? Mais là, cette position-là, ils l'ont pris déjà en 2017, quand Mette Frederiksen elle accède au règne du pouvoir du parti. Parce que là, eux, ils comprennent que pour un parti de gauche, un parti travailliste, on est obligé d'avoir une politique migratoire et des idées sur la politique migratoire qui prennent en compte les inquiétudes des gens. Et beaucoup de leurs électeurs sont dans des quartiers populaires où il y a un tas de problèmes qu'on n'a pas dans les quartiers privilégiés. Une immigration importante, sans intégration, pèse particulièrement sur les classes populaires. Si on n'arrive pas à maintenir un équilibre, on ne sera pas à la hauteur en tant que parti de gauche européenne.
De nouveau, Kasper Sandkjær, député social-démocrate, cette fois-ci au micro de TF1. Et à ce moment-là, déjà en 2018, c'est là qu'elle présente son idée de faire les traitements de demande d'asile dans des pays tiers. Et c'est une grande promesse en fait en 2019 pour ces élections-là. Et c'est aussi ça qui a fait qu'elle a réussi à siffler des voix de l'extrême droite en fait, et les faire revenir sur le côté gauche. D'une manière générale, on dit que les Nordiques ont un temps d'avance. Lors de la dernière élection européenne, c'est la seule région où l'on a pu observer un recul de l'extrême droite, aussi bien au Danemark qu'en Suède et en Finlande. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la place de l'extrême droite sur l'échiquier politique danois ? Historiquement, c'est le parti de l'extrême droite danoise, c'est le parti du peuple danois. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où il vient, qu'est-ce qu'ont été ses succès et où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Le parti du peuple danois, d'abord, c'était le parti du progrès. Au tout début, c'était un parti vraiment anti-système, aussi anti-bureaucratie, anti-État-providence. Et puis, au cours des années 80, ça devient de plus en plus un parti anti-immigration. Et à partir des années 90, c'est vraiment le thème dominant pour eux. Et alors, le parti accède en vérité indirectement au pouvoir en 2001 déjà. Là, on parle de ces élections-là comme le changement du système politique danois. Parce qu'à partir de là, il y a un gouvernement de parti de droite qui s'allie à l'extrême droite pour gouverner, pour faire une majorité parlementaire ensemble. Et ça, c'est un régime qui dure pendant 10 ans. Depuis 5-6 ans, leur poids est quand même beaucoup moins important. C'est plus un parti de gouvernement. Non. Ce qui arrive pour le parti du peuple danois, c'est qu'ils ont en fait leur plus grand succès en 2015. Ils ont reçu 21% des voix. Et à ce moment-là, ils sont le plus grand parti de droite. Et là, c'est le moment où, normalement, tout le monde attendait qu'ils entrent dans le gouvernement. Mais ils n'ont pas voulu. Et ils n'ont pas voulu prendre ce pas de responsabilité. Ils sont restés un peu dans leur méthode protestataire. Et ça a déçu beaucoup de gens. En vérité, ils avaient du mal à se transformer du style populiste protestataire à un parti de gouvernement où il faut il faut faire des compromis, il faut avoir des responsabilités. Qu'est-ce qu'il en est de leurs idées ? Alors, leurs idées ont gagné et ont été adoptées surtout par le Parti social-démocrate de notre Premier ministre. Et évidemment, quand les partis, disons, les plus établis copient votre politique, c'est difficile de faire de la protestation. Alors, la question se pose. C'est ça, finalement, la recette pour un parti socialiste ou social-démocrate en Europe, quand on voit les difficultés que connaît Scholz en Allemagne ou même l'état de la gauche en France ? D'une certaine manière, oui, je le pense. Oui. Et pour le parti de la droite aussi. Il y a sur l'immigration, sur les sujets qui sont importants en France aussi, sur l'inflation, sur la politique de changement climatique. Connaître un peu le côté populiste. Il ne faut pas laisser ce champ-là juste au parti populiste. Il faut écouter les gens, il faut comprendre ce qui les inquiète et il faut réagir et donner des réponses responsables. Le Danemark a négocié une dérogation auprès de l'Union européenne pour avoir plus de souplesse en matière de politique migratoire. Résultat, depuis 2015, le nombre de demandeurs d'asile a été divisé par 10. En 1992, la population danoise, consultée par référendum, dit non au traité de Maastricht. Mais le gouvernement négocie des clauses d'exemption sur les affaires économiques et monétaires, la défense et les affaires intérieures, notamment en matière d'asile et d'immigration. Cela permet toujours au Danemark aujourd'hui de passer des lois qui ne seraient pas autorisées dans d'autres pays de l'Union européenne. Quelles sont les relations entre le Danemark et l'Union européenne ?
Bien, le Danemark, c'est un peu schizophrénique, je dirais, parce qu'on veut bien être dans les accords de Schengen, parce que ça aide bien sûr pour notre libre circulation nous-mêmes, et on veut bien être dans les accords de Dublin, parce que ce sont des accords-là qui veulent dire que si on reçoit une demande d'asile ici au Danemark, et déjà cette même personne a fait la même demande en Allemagne, on peut les renvoyer en Allemagne. Et ça, sur ce point-là, on veut bien participer. Mais ce serait très très difficile pour les Danois d'accepter que ce soit une directive européenne sur le droit d'asile qui fasse la loi ici. Est-ce que vous pourriez juger que les Danois sont très européens ? Je dirais que c'est grâce à ces opt-out, je pense, qu'il y a un soutien. Parce que ça donne un peu de flexibilité, ça remet un peu un équilibre entre l'État-nation et la structure super-européenne, où il y a des choses très importantes pour les Danois, où ils peuvent garder un peu plus de contrôle. Et moi, je pense que ce modèle, en fait, c'est un modèle qu'on pourrait copier pour d'autres pays aussi. J'avais espéré, en fait, que ça aurait été une manière de garder la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, si on aurait réussi à leur donner un peu des opting-out du même genre. Le mot danois de la fin. Moi, je dirais le mot folk, ce qui veut dire peuple ou populaire. C'est un mot qu'on met sur plein de choses qu'on aime bien. L'église. Folkekirken, c'est l'église populaire. C'est une église d'État, mais ceci c'est l'église du peuple. L'école primaire, ça s'appelle Folkeskolen, c'est l'école du peuple. Si on fait un parti et on veut qu'il soit perçu comme un grand parti, ça s'appelle toujours un parti populaire, que ce soit de droite ou de gauche. Et il y a au Danemark une cohésion nationale très forte. Il y a un nous très clair comme ça. Alors ils se sentent vraiment comme un peuple. Et c'est cette identité très claire aussi qui explique beaucoup de choses dans la politique danoise. Merci beaucoup. De rien. Merci. Merci à vous. Pour Lumière du Nord aujourd'hui, les journalistes Camille Bavolert et Cyril de Valence. Musique par le groupe Les Garçons.